France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le violeur de la Sambre. En 2018, à Pont-sur-Sambre, une petite commune du département du Nord, un homme est arrêté pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Il s'appelle Dino Scala et il reconnaît rapidement être l'auteur d'une quarantaine de crimes. En réalité, il y en a bien davantage. Pendant 30 ans, sur un territoire grand comme 15 terrains de football, Dino Scala a agressé et violé des dizaines de femmes. Il est le violeur en série qui a fait le plus de victimes en France et peut-être même en Europe. Et c'est un homme ordinaire. Sadique et pervers, oui, mais ordinaire. Alors, comment expliquer qu'il ait pu ainsi berner la police et la justice aussi longtemps ? Les victimes ont pourtant déposé plainte. Les enquêteurs ont rapidement disposé de son portrait robot, de son ADN, de son mode opératoire précis et de la zone géographique dans laquelle il agissait, et pourtant, rien. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que cela n'intéressait pas grand monde à l'époque. Parce que les violences sexuelles faites à des femmes, de conditions plutôt modestes, de surcroît, n'étaient pas une priorité, ni pour la police, ni pour la justice, ni pour les médias, pour personne en réalité. L'affaire du violeur de la Sambre, c'est l'histoire du regard qu'on pose sur les femmes, c'est l'histoire d'une époque si proche, d'un système, d'un dédale de misogynie, de mépris et d'incompétence qui ont permis à un homme de briser des dizaines de vies. Notre invitée aujourd'hui, Alice Géraud, journaliste et scénariste, autrice d'un livre enquête consacré à cette affaire, intitulé Sambre, radioscopie d'un fait divers, publié cette année chez Jean-Claude Lattès. Enquête dont s'inspire cet épisode d'Affaires sensibles. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisatrice, lecteur, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. La Sambre. Avant d'être le nom d'une affaire, c'est le nom d'une rivière. Un cours d'eau qui prend sa source à Fontenelle, dans l'Aisne, et qui parcourt ensuite le département du Nord pour traverser la frontière avec la Belgique et se jeter finalement dans la Meuse, à Namur. Tout ça pour ça. Une rivière franco-belge, entourée de bocages et de prairies humides. Une rivière pleine de méandres, ces sinuosités capricieuses qui semblent vouloir nous perdre, ces virages qui mènent nulle part. La Sambre. Une rivière qui a beaucoup contribué aussi au développement du bassin industriel et minier de la région au XIXe et XXe siècle. La navigation ayant ensuite longtemps été interdite, les axes routiers se sont développés en parallèle du cours d'eau. Il y a, par exemple, les départementales D649 et D659, deux routes qui traversent ce qu'on appelle le Val de Sambre, un territoire d'une trentaine de kilomètres carrés situé autour de la ville de Maubeuge et qui va jusqu'à la frontière avec la Belgique. Entre 1988 et 2018, ces deux départementales en bordure de rivière constituent le terrain de chasse d'un certain Dino Scala. C'est le long de ces routes qu'il met en place sa stratégie d'attaque. Parce que tous les matins, pour aller travailler à l'usine, il longe la Sambre via ces deux routes et embauche tôt. L'hiver, au petit matin, il fait encore nuit. De sorte que, lorsqu'il se faufile derrière les femmes qui marchent au bord de la route, elles ne le voient pas venir. Et c'est pour ça qu'il attaque toujours entre octobre et mars. En général, il leur passe une cordelette autour du cou, par derrière, pour qu'elles ne puissent pas voir son visage. Souvent, il utilise aussi son couteau, un Opinel numéro 7, pour contraindre ses victimes. Certaines s'évanouissent, beaucoup restent conscientes. Il viole la plupart d'entre elles, agresse sexuellement les autres. Certaines sont rouées de coups. Et on ne sait pas combien il a fait de victimes en tout. Mais en plus de 30 ans, elles sont au moins une soixantaine, dont de nombreuses mineures qui ont porté plainte et qui surtout ont eu le courage de le faire. Il leur faudra tout de même attendre le 28 février 2018, une éternité, pour que leur agresseur soit arrêté. Annonce qui fait la une du journal de TF1. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un violeur en série qui aurait agressé plus de 40 femmes en 30 ans dans la région de Maubeuge et en Belgique. Confirmation avec Georges Brenier.
Le hasard puis la police scientifique ont permis d'identifier cet homme comme étant l'auteur très probable de dizaines de viols et d'agressions sexuelles. Reportage sur place, Gwenaëlle Bellec, Patrick Ninine et François Ouasson. Derrière ces vitres de la police judiciaire, un homme de 56 ans est passé aux aveux. Il reconnaît une quarantaine de viols et agressions sexuelles depuis plus de 20 ans, sur des mineurs notamment en France et en Belgique. Arrêté lundi devant chez lui, il avait un casier judiciaire vierge. Il n'avait jamais été interpellé. Mais si Dino Scala est finalement arrêté en 2018, ce n'est pas parce qu'il a fait l'objet d'une traque acharnée sur 3 décennies. C'est encore moins le résultat d'une enquête rigoureuse. Non. C'est parce qu'en 2015, après les attentats de Paris, le bourgmestre d'Erklin, une petite ville frontière en Belgique, a décidé d'installer une caméra de vidéosurveillance sur le parking de la petite gare de sa commune. Et que la voiture de Dino Scala a été filmée après l'agression d'une adolescente à proximité de la gare. Sans cela, son propriétaire n'aurait pas été retrouvé et il n'aurait pas avoué ses crimes. Et c'est bien là le cœur de cette affaire. C'est presque par hasard que Dino Scala a été repéré, alors qu'il aurait dû être arrêté plus tôt. Dans ces conditions, il avait beau jeu de dire qu'il trouvait les policiers fort peu malins. Je reprends ces mots. Je ne me suis jamais grimé, je n'ai jamais mis de moustache, ni de cagoule ou de lunettes. Je ne me suis jamais caché. Si seulement on avait accordé ne fût-ce qu'un peu d'importance à ce que ces femmes avaient vécu, à ce qu'elles avaient raconté. Parce qu'elle est énorme, cette affaire. On y trouve le profil de l'agresseur. Le Figaro du 1er mars. Après avoir piétiné pendant plusieurs années, l'information judiciaire ouverte en 1996 pour 19 femmes s'est brusquement accélérée au début du mois de février à la suite d'un nouveau cas de viol à Erkelin, en Belgique. Dans son village, c'est la stupéfaction. Il était très impliqué dans la vie associative de la commune, ayant notamment été entraîneur puis président du club de foot. Le Parisien du 1er mars 2018. L'insoupçonnable prédateur de la Sambre. Ce technicien de maintenance de 56 ans était jusqu'ici un père de famille apprécié, très impliqué dans la vie associative de sa commune. Insoupçonnable et insoupçonné. Le Parisien, un père de famille tout juste grand-père, a été arrêté lundi. Il est soupçonné de plusieurs dizaines de viols commis dans les environs de Maubeuge. Un Dr Jekyll doublé d'un Mr Hyde. Le Paris Match du 8 mars 2018. Depuis 30 ans, il terrorisait les femmes sans jamais se faire prendre. Le père de famille tranquille vient d'avouer. Comment savoir ce qui se passe dans la tête de Monsieur Tout-le-Monde ? Et c'est bien cela qui surprend avec Dino Scala. Il a le profil parfait d'un homme qui ne viole pas. D'abord, il a des enfants, 5. C'est un bon père. Il n'a jamais été violent avec ses enfants. Au contraire, il les aime. L'une de ses filles témoigne d'ailleurs de l'intérêt, de l'attention, de l'amour qu'il lui porte et au reste de la fratrie. D'ailleurs, il vient tout le temps la voir lors de ses matchs de basket. Il l'accompagne tous les week-ends au gymnase municipal de Louvroil pour la voir progresser alors qu'il n'est pas un fan de basket, lui. Et puis c'est un bon époux, pas dragueur pour un sou, pas alcoolique. Il ne s'est jamais montré violent avec Sandrine, sa femme, ou avec qui que ce soit d'ailleurs. Et, à l'exception d'un différend avec un voisin, aucun souci avec la justice. Issu d'une famille d'origine italienne, ce catholique plutôt pratiquant même était enfant de cœur. Et puis au travail, c'est un employé exemplaire, comme on dit. Il est embauché depuis toujours comme mécanicien monteur pour Jeumont Électrique, l'une des grandes usines du coin. Et s'il n'a pas fait de grandes études, c'est un ouvrier hors pair, un gros bosseur. D'ailleurs, tous ses collègues l'apprécient. Il est décrit par tous comme un ami attentionné, un collègue serviable. Et quand il n'aide pas son beau-père malade ou qu'il n'apporte pas à manger à sa mère, il aide les copains pour tailler leur... Et un bon gars, quoi. Et puis surtout, dans la vie de l'homme, il a le foot. C'est que Dino était un sacré joueur dans le temps. Un vrai pro de la défense, fidèle à la tradition de son pays d'origine, l'Italie. Depuis, il s'investit à fond dans le club de foot local. C'est un super entraîneur. Il devient même président du club pendant quelques années, et c'est chez lui que sont organisées les fameuses 3e mi-temps d'après-match. Alors forcément, quand la nouvelle tombe, c'est l'effarement dans la petite communauté du Val-de-Sambre. C'est quelqu'un d'agréable, de sociable, de rendre service. Jamais on aurait pu penser ça, quoi.
J'avoue que je suis très surprise, il me faisait bonne impression. On a du mal à se dire que, voilà quoi, dans notre entourage que ça peut arriver. Hein, un petit peu déçu aussi, quoi, dégoûté. Comme le résume Willy Lebrun, successeur de Scala à la tête du club de foot, s'il n'avait pas avoué, on n'y croirait pas. Et c'est un point important, fondamental. Dino Scala ne correspondait tellement pas à l'image que le public, la police, la justice se faisaient d'un violeur, qu'il a fallu qu'il avoue pour que l'opinion publique accepte l'évidence. Le fait d'être un bon père, un bon époux, un bon ami, le fait d'être un entraîneur de foot investi dans une équipe locale, eh bien non, ça ne vous immunise pas de la violence et de la perversité. Et c'est bien pour ça que la police ne l'a pas serré. Ce qui pose maintenant la question suivante. À quoi ça ressemble un violeur ? Parce que durant les 3 décennies criminelles de Dino Scala, différents suspects ont été ciblés, mais genre marginal, asocial, comme le montre cet extrait de la série Sambre de Jean-Xavier de Lestrade. C'est quoi ? Ce type, c'est un pervers, un psychopathe ? On n'emploie pas ce genre de terminologie chez les psys. Ce que je peux vous dire, c'est que les types 1 sont généralement des individus asociaux, voire marginaux, ce qui les empêche de vivre leur sexualité dans le cadre de relations classiques, comme une relation de couple par exemple. Donc on peut imaginer qu'ils fréquentent des prostituées, des maisons closes. C'est peut-être pour ces raisons qu'il vient régulièrement en Belgique d'ailleurs. Il faut que vous compreniez qu'on a affaire à quelqu'un qui a des capacités sociales limitées, qui a des difficultés à entrer en contact avec autrui. C'est forcément un solitaire, un célibataire, quelqu'un qui vit seul ou encore chez ses parents malgré son âge. Il y a un autre élément dans son profil susceptible de vous intéresser. Je pense qu'il ne se déplace pas en voiture mais en bus. Je le vois pas avec le permis. Et puis j'avais noté que plusieurs viols ont eu lieu à proximité d'arrêts de bus. En tout cas, cherchez quelqu'un d'isolé, quelqu'un de seul, très seul. Et puis il faut aussi admettre que dans les commissariats à l'époque, le racisme le dispute au sexisme. Au moment du viol de Nicole, par exemple, en avril 1999. Nicole est agent d'entretien à l'hôpital du Val-de-Sambre. Comme les autres victimes, elle est attaquée tôt le matin, alors qu'elle est en chemin pour prendre son service. Une collègue dira avoir aperçu un homme un peu louche, au crâne dégarni, une petite quarantaine d'années, peau un peu méditerranéenne. Que n'a-t-elle pas dit là ? Immédiatement, les policiers lui demandent s'il pourrait être nord-africain. Nicole répond que oui, il pourrait. Le portrait robot diffusé ensuite représente alors le visage d'un adolescent aux cheveux crépus et à la peau presque noire. Mais si l'enquête piétine, ce n'est pas uniquement parce que le signalement du suspect ne correspond pas à Dino Scala. D'ailleurs, il existe déjà un portrait robot. Et il se trouve que celui-là est très ressemblant de l'agresseur. Et il s'agit de celui qu'a dessiné Mélanie en 1997. Elle est toute jeune, Mélanie, quand elle est agressée, 14 ans. Elle est en route pour l'école, un matin de février. Et si elle a vu le visage de Dino Scala, c'est parce que sa tête a violemment basculé en arrière quand l'homme l'a étranglée avec sa cordelette. L'adolescente est ensuite parvenue à dresser un portrait robot très précis. Et bien le plus fort, c'est que ce dessin est affiché dans la salle d'accueil du commissariat d'Aulnoy. Le visage et les yeux ronds, une bouche épaisse, le crâne dégarni, tout y est. Dino Scala lui-même en plaisante un jour qu'il passe prendre un café au commissariat. Ah oui, parce que l'homme est copain avec les flics du coin. Bon, il faut dire qu'il est copain avec tout le monde, Dino. Il a même organisé des matchs de foot entre son équipe et celle de la police. Et un jour de fin 97, début 98, il passe au commissariat pour un café et il aperçoit son portrait robot. La scène est reprise dans la série Sambre de Jean-Xavier de Lestrade. Le personnage de Dino Scala s'appelle Enzo. Enzo! Ouais. On aura notre revanche, tu vas voir. Ouais, j'y compte bien. Faut qu'on se réorganise un match comme ça. On peut pas rester sur une défaite, nous. Je suis sûr qu'on peut convaincre Alain de nous rejoindre. C'est qui ça, putain? Justement, on aimerait bien le savoir. C'est un connard qui nous fait chier, voilà qui c'est. C'est pas gentil de se moquer de moi comme ça, les gars. Regardez. Faudrait pas qu'il y ait quand même un air de ressemblance ou quelque chose? Putain, mais c'est vrai en plus. Si tu savais ce qu'il fait, ce gars-là, tu ferais moins le malin, crois-moi. Ouais, j'avoue. J'ai truqué le match. Oh putain. J'en étais sûr. Je me disais aussi, la tollée qu'on s'est prise, ça me paraissait bizarre. Et on n'est pas des tocards à ce point. Non. Bien sûr que non. Quel enfoiré celui-là. Ouais, mais il touche la balle, hein. Ouais. C'est vrai qu'il touche la balle.
Cette scène témoigne de l'impossibilité, de l'impensabilité pour les policiers et la société à leur image qu'un homme tel que Dino Scala puisse être un violeur. Alors, faute de piste du côté du commissariat, les agressions continuent. Christelle en 89, 13 ans. Et au moins 4 autres l'année suivante, dont Rachel, 15 ans. Puis Élodie, Sarah, une autre Christelle, Émilie, Laetitia, Marion, Estelle, Dalila, Fanny, Mélanie, Cécile, Valérie, Clara, Patricia. La longueur de cette liste donne la nausée. Et ce n'est qu'un début. Puisqu'au moment du viol subi par Patricia, on est en 1997, ça fait 10 ans que Scala agit. Et il a encore 2 décennies criminelles devant lui. Alice Géraud décrit l'agression de Patricia dans son ouvrage « Sambre, radioscopie d'un fait divers ». L'homme l'a attaquée ici, par derrière, alors qu'elle refermait la porte pour partir à l'école. Il lui a caché le visage avec ses mains et lui a plié le corps en 2. Elle a prétendu que son mari était à la maison, mais l'homme a tout de suite répondu qu'il savait qu'elle était seule. Il a même précisé qu'ils avaient tout leur temps. C'est à ce moment-là que l'alarme s'est déclenchée, celle que personne n'a entendu sonner à l'extérieur. Patricia a tenté aussi de lui faire croire que la télécommande d'arrêt était dans sa voiture, à l'extérieur. Mais il a vite compris que non. Alors, il s'est mis à la frapper. Un déchaînement de coups et de violences. Elle a pensé que tout était terminé, que son mari retrouverait son cadavre en rentrant. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle était ligotée et bâillonnée sur son lit. L'homme n'est pas parti tout de suite, après le viol. Elle lui demande pourquoi il a fait tout ça. Parce que tu ne t'es pas laissé faire. Il l'interroge sur son âge. Elle s'est vieillie de quelques années. 50 ans. T'es bien foutu pour ton âge. L'agression subie par Patricia livre 2 informations importantes sur l'évolution de la psychologie et de la méthodologie du violeur. D'abord, il prépare de plus en plus ses agressions. Il repère, surveille, prend son temps. Ensuite, il est de plus en plus violent et des coups accompagnent régulièrement les viols désormais. En réalité, ce que nous dit le drame subi par Patricia, c'est que Dino Scala a pris confiance, que l'impunité lui a donné des ailes. J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'emporter. Le vent chante à l'été, je suis la fille du temps mauvais. J'ai tant chanté que ma voix s'est cassée. Le temps me chasse et moi je me casse tout le temps. J'ai tant d'été que ma voix se noue. Ça y est, le vent m'a sonné, mais maman, mes jambes dans mon cou. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'emporter. Le vent chante à l'été, je suis la fille du temps mauvais. La colère attire ma tête, elle veut me fâcher. Le temps change la marée, je suis la fille du vent mauvais. Aujourd'hui, le violeur de la Sambre. France Inter, affaires sensibles. Et qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes, C'est-à-dire? les aguicheuses. Ça dépend de leur tenue, je crois, vestimentaire.
C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants qui font qu'elles se font violer. Est-ce qu'on peut violer une femme sans son consentement? Ça doit pouvoir arriver, oui, parce qu'il doit y avoir une question de force physique qui doit jouer, je pense. Oui. On ne doit pas pouvoir les violer. On ne doit pas pouvoir les violer? On ne doit pas pouvoir les violer. Moi, je vous dirais bien la technique pour les violer. On n'a qu'à la renverser. Ouais. C'est tout. C'est difficile de violer une femme quand elle ne veut pas. Hein? Ce sont des femmes qui en ont envie, de toute façon. Ça va. On en a assez entendu. Et c'était l'extrait d'un micro-trottoir diffusé sur Antenne 2 en 1976. Dino Scala a 15 ans cette année-là. Certes, il ne commence pas à violer des femmes. Il commence à violer des femmes en 88, un peu plus de 10 ans plus tard. Mais il est l'enfant de cette époque, de ce genre de discours. De la même façon que ses collègues de l'usine, que ses copains policiers qui ont reçu les victimes et que les médecins qui les ont examinées. Ils sont tous les fruits d'une époque où l'on pouvait dire à la télé que oui, on a déjà violé des femmes, que oui, si une femme est violée, c'est qu'elle est consentante. Une époque où Michel Sardou remplissait des salles en chantant. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de voir toutes leurs larmes. Quand Sardou chante ces mots en 77, le viol n'est même pas défini par la loi. Ce sont les juges qui déterminent ce qui le constitue ou non. Jusqu'à la loi de 1980, les pénétrations anales ou digitales, les fellations, étaient considérées comme de simples agressions sexuelles, anciennement appelées attentats à la pudeur. Jusqu'en 1992 et la réforme du code pénal, la menace n'est pas prise en compte comme un moyen pour l'agresseur de contraindre sa victime. Et jusqu'à récemment, il ne pouvait pas y avoir de viol entre époux. C'est en ce sens que rarement une affaire aura dit autant d'un crime et d'une époque. Si Dino Scala a pu agresser et violer des femmes pendant 30 ans, c'est parce qu'il était protégé par le regard de la société vis-à-vis des crimes qu'il commettait. Oui, il possédait des perversités, des cruautés qui lui étaient propres, bien sûr, mais l'impunité dont il a bénéficié constitue la conséquence directe de la façon dont les institutions policières, judiciaires et médiatiques regardaient, et regardent toujours, les victimes d'agressions sexuelles. Et il n'est pas nécessaire de remonter aux années 70 ou 80 ou même 90 pour trouver des exemples. Voici un extrait de l'audition de Charlène, une adolescente violée par Dino Scala en 2008. Extrait repris par Alice Géraud dans son ouvrage. D'où venait ce gars? Tu as dit qu'il était arrivé avec une corde ou une ficelle. Comment as-tu pu le voir? Parce que dès qu'il m'a attrapé, il m'a mis directement la corde autour du cou. Tu as des traces? J'avais mon écharpe. Avant qu'il ne t'agresse, qu'il ne t'étrangle, tu aurais eu le temps de crier. Oui, mais non, car je ne savais pas que l'ombre derrière moi allait m'agresser. Y avait-il des témoins? Non. Tu as pourtant dit qu'il y avait des voitures. Forcément, à un moment, tu as dû voir quelque chose. Un détail. Tu as dit qu'il a demandé une fellation. J'ai dit oui, car il avait dit que sinon, il allait me planter. Comment était son sexe? Tu avais déjà fait une fellation auparavant? As-tu déjà eu des relations sexuelles? Es-tu traumatisé? Je suis choquée. Tu ne présentes aucune trace ni au poignet ni au cou. Et tes déclarations semblent sujettes à interrogation. Mais sinon, je n'aurais pas dit ça. Tout est vrai, j'ai pas menti. S'il s'avère que tu as menti, le magistrat peut te poursuivre. Pas de problème. C'est un euphémisme de dire qu'on est plus proche de l'interrogatoire que de l'audition d'une victime. Et on imagine mal de telles questions posées à une victime de cambriolage, par exemple. Mais la probité, la moralité des femmes victimes de Scala ont été maintes fois remises en question, par presque systématiquement. C'est flagrant notamment dans le cadre de certains examens médicaux et psychologiques subis par certaines d'entre elles. Voici par exemple quelques lignes du rapport psychologique concernant Nicole, l'aide-soignante de 40 ans. Repris dans l'ouvrage d'Alice Géraud, le rapport met en avant les éléments qui jouent, selon son auteur, en faveur de la victime. Aucun signe de coquetterie. Ménage et jardinage suffisent à son divertissement. Absence de signes cliniques qui permet d'écarter un comportement hystéroïde ou de séduction. Comportement qui aurait pu être interprété par son agresseur dans le sens d'une volonté de provocation. Il y a aussi cette plainte dans laquelle le policier mentionne la passivité de la victime. Ou ce médecin qui considère que sa virginité prouve l'absence de viol.
Inversement, certains experts estiment que la non-virginité d'une jeune femme démontre la faiblesse de sa moralité et donc le peu de crédit à accorder à sa parole. Malgré tout, l'enquête a fait émerger des personnalités du monde judiciaire, policier, médical qui, elles, ont cru ces femmes et ont pris au sérieux leurs témoignages. Annick Matiguello, par exemple, la maire de Louvroil, une petite commune ouvrière du Val-de-Sambre, dont 3 femmes ont été agressées au début des années 2000. Elle est la seule à avoir alerté les médias pour prévenir du danger dans la région. Alors que tous, des politiques jusqu'aux procureurs, en passant par les policiers, tous, lui expliquaient que ça ne servait à rien, que c'était presque une histoire de bonne femme, et que surtout, ça risquait de faire une mauvaise publicité à la ville. Mais la maire tient bon. Et elle décide de rendre publiques les agressions ainsi que sa décision de créer une cellule de crise. Elle l'explique au micro de France 3 Nord. J'ai décidé de rompre la loi du silence parce que dans ce cas-là, il y a 2 solutions, où on se tait et on est complice, où on parle et on met le branle-bas de combat avec les médias, avec la police, avec le judiciaire. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Parmi la dizaine de juges d'instruction qui se sont succédés à la tête du dossier, qui sortaient tous à peine de l'école de la magistrature, certains se sont réellement intéressés à l'affaire. Laurence Delahaye, par exemple, qui lance la première information judiciaire en décembre 1996 au commissariat de Maubeuge et qui, au regard des incompétences et autres lacunes dans le dossier, finit par confier l'enquête à la PJ de Lille en 1998. C'est déterminant pour l'avancée des investigations, car ce transfert permet aux enquêteurs de la SRPJ d'avoir un semblant de vue d'ensemble de la situation et ils font ce qu'ils peuvent pour maintenir le dossier ouvert, surtout, éviter le classement. En 2008, c'est le tournant. La première cellule cold case de France située à Lille s'empare de l'affaire de la Sambre. Le capitaine Martins est à sa tête et il ne lâchera jamais des victimes en particulier. Ce policier remarquable a tout donné pour retrouver Dino Scala. Il l'explique au micro de nos confrères de Brut, un média en ligne. C'était une obsession. C'est-à-dire, j'avais moi des amis, des enquêteurs, des chefs de groupe, des policiers et de très bons policiers qui s'y étaient cassés les dents sur ce dossier. Je ne voulais pas quitter la police avec moi aussi cet échec-là. Mais ils sont bien seuls, Franck Martins et son équipe, à chercher Dino Scala. D'abord, parce qu'ils sont pour ainsi dire les seuls à croire en l'existence d'un tel criminel. Car pour les policiers du coin, on l'a dit, ceux du commissariat de Maubeuge, d'Aulnoy ou de Louvroil, un violeur en série, ça n'existe pas. C'est bon pour les Américains, ça, pas ici. Le problème, c'est que si les flics locaux ne font pas remonter les plaintes à la PJ de Lille, il ne se passe rien, forcément. Alors Martins relance de nombreuses fois les commissariats de Maubeuge ou d'Aulnoy, comme en témoigne un extrait d'un courrier qui leur est adressé. Indiquons, avoir à nouveau sollicité, que toute information relative à ce genre de faits présentant la moindre similitude dans le mode opératoire avec les faits dont nous sommes saisis soit portée à notre connaissance. Et d'ailleurs, chacune de celles que je commence à rencontrer me raconte leur viol comme s'il s'était déroulé la veille. Donc je me rends compte aussi de ce que ça raconte, ce que le viol fait sur la vie d'une femme. Et puis l'autre chose, c'est que je m'aperçois assez rapidement que ces femmes, elles partagent autre chose que le traumatisme lié à leur viol. Elles partagent une colère. Une colère qui est liée au fait le sentiment de ne pas avoir été entendues. Parfois, notamment pour les plus jeunes, les adolescentes, de ne pas avoir été crues. Et toutes d'avoir été oubliées. D'ailleurs, la plupart ignoraient qu'elles étaient victimes d'un violeur en série. L'ont découvert à la faveur de l'arrestation de Dino Scala et ignoraient d'ailleurs qu'il y avait un violeur en série qui sévissait dans la Sambre. Et là, quand elle commence à me raconter la manière dont ça s'est passé au commissariat, la manière dont ça s'est passé aussi dans leur famille, je me dis qu'en fait cette histoire, elle raconte autre chose que sa propre histoire. Elle raconte quelque chose de plus grand et qu'on sort du fait divers pour raconter un fait de société. Et donc je décide d'enquêter sur cette affaire pour montrer ce qu'elle nous raconte à nous, de la manière dont notre société a traité les victimes de viols et d'agressions sexuelles depuis les années 80, début des faits qui sont reprochés à Dino Scala, jusqu'à notre époque, ce qu'on appelle l'ère MeToo, post-MeToo, puisqu'il est arrêté quelques mois après l'arrivée de MeToo.
Exactement, et on y reviendra. Vous avez rencontré l'une des premières victimes qui, dans la série, dont on va parler un peu aussi, parce que elle est de qualité, on voit que 30 ans après, elle a toujours des terreurs nocturnes, diurnes même, qu'elle peut pas... Dans sa vie quotidienne, il y a plein de scènes qui, pour nous, sont banales, hein, mais qu'elle supporte pas. C'est une souffrance, 30 ans après. Oui, c'est quelque chose qui m'a marqué au premier contact avec les victimes. Je me souviens encore, la première victime que j'ai rencontrée. Elle se prénomme Clara, et c'est dans un café à Maubeuge, et elle me raconte qu'elle dort encore. Alors elle, c'était 20 ans après. La lumière allumée, parfois un couteau sous l'oreiller, la porte bloquée. Et ces réflexes de peur, on va les retrouver chez toutes les victimes. Ouais. Et c'est ça aussi, souvent quand on parle des victimes de viol, par exemple quand on parle de chiffres, on donne des chiffres par an. Alors qu'en fait, il faudrait parler de chiffres cumulés, parce que ce sont des vies sédimentées par la peur, complètement atrophiées, et ces femmes, voilà, c'est comme ça qu'elles arrivent ensuite, elles se présentent devant une cour d'assises comme victimes. Bien sûr, et la série le montre très bien, d'ailleurs la série est sous-titrée « Hommage aux victimes ». Des séries de qualité. Alors, votre regard sur cette série qui vous concernait au premier chef, évidemment, parce qu'elle est tirée de votre livre. Alors, oui, effectivement. Donc, moi, c'est une série à laquelle que j'ai co-scénarisé, donc j'ai un regard pas très objectif. J'imagine, mais quand même. Votre regard sur la façon dont ça a été fait, en tout cas, le casting, les acteurs, le propos, ok, c'est celui de votre livre, c'est le vôtre. Ouais. Mais sur la dimension cinématographique, qui n'est pas un détail, après tout, une série, c'est fait aussi pour montrer quelque chose de bien fait. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs ne serait-ce que de l'adapter en série de fiction, car même si c'est c'est adapté du réel, mais c'est une série de fiction, et donc c'est fidèle quand même, hein. C'est très fidèle au propos, mais il y a énormément de personnages qui ont été créés, comme celui joué par Alix Poisson, d'ailleurs, qui est une sorte de synthèse de toutes les victimes, parce qu'on voulait pas en représenter une en particulier. Moi, j'ai été, on a beau participer au scénario, j'ai été très émue par le résultat, je dois dire, par le regard de la caméra de Jean-Xavier de Lestrade, qui a quand même, enfin, son œuvre cinématographique témoigne de cette attention en fait à la question de l'injustice, et notamment des violences faites aux femmes. Mais moi j'étais surprise j'ai eu le sentiment d'un engagement de chaque participant et participante à la série, de chaque comédienne, chaque comédien. Mais je pense que, parce que c'est aussi un sujet très concernant, j'aime pas trop le terme, c'est un peu marketing, mais c'est quelque chose, la question du viol, c'est pas une question marginale dans notre société. Toutes les femmes sont concernées directement ou indirectement. Si c'est pas soi, de viol ou de l'agression sexuelle, c'est sa copine, c'est sa mère, c'est sa fille. Et donc, c'est quelque chose de très concernant qui explique, je pense, aussi le succès de la série. Vous avez entendu évidemment comme nous le micro-trottoir qu'on a diffusé de 1976, qui est plus que choquant. Et cette journaliste, une journaliste, qui dit on peut violer une femme qui n'est pas d'accord. Donc c'est aussi sordide qu'absurde. À une époque, pourtant, une France gouvernée par un président plutôt éclairé. Giscard est un bourgeois éclairé qui a fait voter des réformes sociétales importantes, et la société ne bouge pas. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce micro-trottoir ? Au-delà de l'indignation et du choc, parce que c'est choquant. Il y a quelque chose effectivement de vertigineux. On se dit qu'on revient de loin. Ceci dit, on n'est pas complètement arrivé. Voilà, le chemin. Il reste du chemin à parcourir. Au-delà de l'atroce sexisme et de la violence des propos, ce que l'on voit très bien derrière ce micro-trottoir, c'est l'inculture qui a été longtemps la nôtre sur la question du viol. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la mauvaise manière d'aborder la chose, d'où euphémisme de la part des policiers. Et on y reviendra, absolument. La question, un mot qui aujourd'hui nous est un peu plus familier, qui est celui de la sidération, c'est-à-dire qu'une victime ne va pas se débattre, elle va être comme un lapin dans les phares d'une voiture, et c'est ce qu'on entend en sous-texte dans ce micro-trottoir, c'est-à-dire que une femme qui ne veut pas, elle peut se débattre, et puis voilà quoi. Ouais. Et donc il y a plein de choses. En fait, on connaît très mal la délinquance et la criminalité sexuelle. Je dis notre société, mais pendant très longtemps la police. Le droit également connaît très mal son sujet. Et ce qui fait que ça explique aussi beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. France Inter. Affaires sensibles.
Alice Giraud, je rappelle que vous êtes journaliste et scénariste, autrice du livre enquête consacré à cette affaire, intitulé Sambre, radioscopie d'un fait divers, publié cette année chez Jean-Claude Lattès. Alors effectivement, on est au-delà du fait divers, c'est plus grand que le fait divers, et on va parler des policiers, la façon dont l'enquête est menée. Alors dans la série, dans votre livre, c'est à charge, parce que la réalité est ce qu'elle est. Ça ne les intéresse pas, quoi. Ça ne les intéresse pas, et ils font leur métier, pour le coup, à l'envers, par rapport aux plaignantes. Racontez-nous. Alors, ça ne les intéresse pas dans un premier temps, mais c'est pas tant que ça ne les intéresse pas qu'on considère que ça n'est pas grave, en fait. Oui. Ils considèrent que ça n'est pas très grave. Et puis, les premières plaintes que l'on retrouve, effectivement, datent de la fin des années 80, 1988, 87 même. Et en fait, ils ne savent pas s'y prendre. Et ils sont finalement, en fait, je pense que la police, il y a du sexisme derrière ça, il y a de la misogynie, il y a de l'inculture sur ce qu'est la criminalité sexuelle, mais finalement, en fait, la police, c'est une sorte de miroir grossissant d'une société à une époque donnée. Grossissant et un peu déformant aussi, parce qu'à ce moment-là, on est dans des commissariats qui sont 100% masculins. Ouais. Et donc, entre policiers, donc force de l'ordre. Donc on a une dimension viriliste, je dirais, qui est à prendre en compte. Et on ne sait pas écouter ces femmes, on ne sait pas leur parler. Et par ailleurs, on a une culture totalement nulle de la criminalité en série. Ouais. Et parce que pour ces policiers-là, comme d'autres en France, tout ça c'est américain, quoi. C'est pas chez nous. Oui, tout à fait, mais là on est dans des commissariats très mal dotés en moyens, avec des policiers très peu formés, dans le nord de la France, mais c'est pas mieux dans le Saint des Saints, à la police criminelle à Paris. Il faudra attendre Guy Georges pour qu'on comprenne et qu'on réalise qu'il y a des violeurs en série, et donc il y a des méthodes d'enquête à adapter à ça. Et donc c'est un mélange d'indifférence, d'incompétence, qui va faire que les plaintes sont très mal prises. Et dans une procédure, quand la plainte, c'est le dépôt de plainte, c'est la première pierre de la maison, et c'est un peu comme dans pour filer la métaphore, si on rate cette marche-là, c'est toute la procédure qui s'écroule. Toutes les fondations, en fait. Toutes les fondations. Et on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne pose pas les bonnes questions, ou alors, et par ailleurs, on ajoute aussi de la souffrance à la souffrance, parce qu'on pose des questions. Comment vous étiez habillé, vous êtes circulé par guichet, des choses comme exactement, ça. Exactement, où on demande à des adolescentes on leur pose des questions extrêmement crues sur des choses sexuelles dont elles ignorent tout. En plus. Avec des termes qu'elles ne comprennent pas, ou elles n'osent pas, elles ne savent pas comment répondre. Elles sont face à 1, 2 ou 3 hommes parfois, à devoir répondre à des questions sur la taille d'un sexe, enfin des choses comme ça, quoi. Et je pense qu'à l'époque, on mesure pas la violence que ça peut être. Alors, le parquet de Valenciennes instruit un nouveau dossier contre Dino Scala, 14 autres faits de viol ou agression apparemment. Vous pensez qu'il y a eu d'autres victimes que celles qui ont été recensées ? C'est fort probable. En fait, Dino Scala avait été renvoyé devant la cour d'assises du Nord à Douai pour 56 victimes. Il a été condamné pour 54. Et effectivement, il y a eu 14 autres cas, mais qui sont des cas, pour la plupart, on retrouve dans mon livre, en fait, qui sont des cas de femmes ou de jeunes femmes dont les plaintes avaient été perdues ou écartées, et la justice a à cœur, et ça en dit d'ailleurs long sur un changement de mentalité aujourd'hui, de pouvoir rattraper ces femmes et faire en sorte qu'elles soient reconnues comme victimes. Mais dans n'importe quelle affaire sérielle, il y a toujours un chiffre noir, surtout que le viol est un crime sans cadavre. Donc, il peut y avoir des victimes qu'on ignore, évidemment. Il faut rappeler justement que tout le drame d'un crime en série, c'est que tant qu'on n'a pas arrêté, alors ça paraît évident ce que je dis, mais il faut le rappeler toujours, c'est important, tant qu'on n'a pas arrêté l'auteur, les crimes continuent. C'est bien ce qui s'est passé là pendant 30 ans. C'est là aussi la dimension extrêmement dramatique de l'histoire. Oui, mais moi je suis persuadée, alors oui, il y a du sexisme, oui, il y a de l'incompétence, oui, il y a aussi une police qui, techniquement, dans les années 80, c'est la préhistoire par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas de fichier ADN, et puis des erreurs sont commises, il y a une espèce de bureaucratie de la justice qui crée aussi de l'indifférence et une forme de maltraitance institutionnelle qu'on va retrouver dans ces années. Mais je crois qu'en fait, le socle de l'impunité de Dino Scala, c'est le silence. L'armure qui lui a permis d'avancer assez tranquillement pendant 30 ans, c'est le silence.
On dit d'ailleurs que Dino Scala n'avait aucun antécédent judiciaire. Ça, c'est la fameuse théorie de l'homme ordinaire. Mais qu'en revanche, dans sa famille, il avait déjà été soupçonné d'agression sexuelle par l'une de ses sœurs, notamment. Vous avez des indications là-dessus ? Oui, il y a plusieurs choses. Dino Scala, il vient d'une famille incestueuse. Une de ses sœurs, c'est une fratrie de 5, avait dénoncé les abus sexuels du père au sein de l'entité familiale. Elle l'a fait parce qu'elle a vu qu'il allait s'attaquer à sa petite sœur pour la protéger. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et donc, la famille n'en a rien fait et les frères ont dénié cette accusation. Et donc, le premier message qu'on a envoyé à cet homme, Dino Scala, c'est qu'on peut violer, on peut être dénoncé, il ne se passera rien. Et puis, il s'est marié une première fois, il a eu un premier mariage, où il a eu 2 enfants. Et effectivement, 2 de ses jeunes belles-sœurs l'ont accusé d'agression sexuelle, de tentative de viol, plus une de leurs amies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Pour l'une d'elles, on ne l'a pas cru, et pour la seconde, il a été quasiment pris sur le fait. On n'en a rien fait, parce que ça nous dérange, en fait. Ça dérange dans une famille, en même temps, que faire ? C'est le gendre idéal, etc. Et donc, et ensuite, il a commencé à agresser et violer des femmes sur la voie publique, parce que le deuxième message qu'on lui envoyait, c'est-à-dire qu'on peut violer, on peut être quasiment pris sur le fait, il ne se passera rien. Et là, il commence sur la voie publique, comme pour reprendre la terminologie, la syntaxe policière, et il agresse et viole, et personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot dans les journaux, il n'y a même pas un mot tellement on n'en parle pas dans la rumeur locale, parce que à ces femmes et ces adolescentes, on leur dit de ne pas en parler, parce que c'est la honte d'avoir été violée. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce silence est une armure terrible. Terrible. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la situation a quand même changé. Alors, je ne sais pas si c'est un peu, beaucoup, suffisamment, certainement pas suffisamment, depuis MeToo et son prolongement en français, Balance ton porc. Donc là, on peut parler sinon de rupture, en tout cas d'évolution à partir de ce moment-là. Oui, il y a une prise de conscience, parce que MeToo, le principe de MeToo, moi aussi, bah oui. Voilà, c'est de montrer que c'est de rompre le silence et de montrer que on n'est pas, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas sur un problème marginal dans notre société, on est sur une gangrène générale. Et donc, en ce sens, MeToo fait bouger ces fondations-là. Oui, je le crois, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir. Sur quoi doivent porter les efforts maintenant ? Peut-être sur il faut que les institutions désormais prennent le relais. On le voit, le traitement judiciaire des affaires patine. Patine très largement par manque de moyens, parfois par manque de volonté. Notre système n'est pas adapté à cette déferlante. Merci infiniment, Alice Giraud. Je rappelle le titre de votre livre, Sambre, raidoscopie d'un fait divers, publié cette année chez Jean-Claude Attès, et puis la série Sambre sur France Télévisions. Merci infiniment, Alice Giraud. Au revoir. Merci, Fabrice. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, le violeur de la Sambre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alex Autinois.